Bienvenue sur Géopolitis. Tout le monde le dit, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, il y a urgence. Mais tout le monde le sait, dans ces grandes conférences sur le climat, il est bien rare que tous les pays prennent des engagements contraignants. On en est là, à la veille de cette grande conférence de Paris sur le climat. En jargon politico-climatologique, on appelle ce grand rassemblement la COP 21, c'est-à-dire la conférence des parties, 21e édition. Et si l'on en est à la 21e réunion, c'est que tout a commencé, c'était à Rio de Janeiro, en 1992, avec ces pays qui avaient signé la première convention sur le climat, ces pays appelés parties prenantes, d'où l'appellation qui est restée en anglais COP, Conference of the Parties. Cette 21e édition sera donc française, avec près de 40 000 participants, toutes catégories confondues, réunis au Bourget, au nord de Paris, là où se trouve l'aéroport du même nom, là où se déroule d'ailleurs tous les 2 ans le plus grand salon aéronautique du monde. On aura construit, pour la circonstance, un pavillon immense, tout en bois, démontable et réutilisable. Cela dit, sur quoi concrètement la conférence de Paris peut-elle déboucher? C'est le thème de cette édition de Géopolitis. Effectivement, quel est le but de Paris 2015? Se mettre d'accord pleinement et durablement sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre et le faire d'une manière si drastique que le climat de notre planète ne dépassera pas de 2 degrés la température de référence, celle de 1990. Vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle. D'abord parce que les engagements déjà pris par les États, ce qui est en soi un immense progrès par rapport aux conférences précédentes, eh bien ces engagements ne sont d'ores et déjà pas suffisants. D'une manière à la fois alphabétique et didactique, on va donc entrer dans le détail de cette conférence de Paris, chapitre par chapitre, lettre par lettre. Vous saurez tout de la COP 21 de A à Z. Tout un symbole, depuis l'année 2009, dans le sud de cette péninsule antarctique, la fonte des glaces s'est brusquement accélérée. Chaque année, il disparaît 56 milliards de tonnes de glace, de quoi faire monter le niveau des mers de 0,15 mm environ, soit 5% de l'élévation totale prévisible. Le Bourget, au nord de Paris, c'est là que se tient cette 21e édition. 40 000 participants venus de 193 pays, dont 3 000 journalistes, 412 000 repas prévus, coût estimé de la conférence, 170 millions d'euros. C'est très exactement l'exemple à ne pas suivre, celui de l'échec de cette conférence de Copenhague en 2009, à l'issue de laquelle personne n'avait réussi à se mettre d'accord. À Paris, pour éviter un tel cas de figure, les participants doivent annoncer leurs diverses contributions, c'est-à-dire leurs engagements, avant la conférence. En 2014, en raison des catastrophes naturelles sur la planète, 26 millions de personnes ont dû être déplacées. C'est 3 fois plus que toutes les populations déplacées pour cause de guerre ou de conflit. Et parmi ces millions de déplacés, 8 sur 10 vivent en Asie. Pour la première fois, un pape consacre une encyclique à l'écologie. Le pape François affirme en premier lieu que l'homme est le principal responsable du changement climatique. Et il rappelle que son nom, François, est un hommage à saint François d'Assise qui s'est distingué en enseignant aux chrétiens le respect de la création et de la protection de l'environnement. En Suisse, une centaine de petits glaciers ont d'ores et déjà disparu. Depuis 1850, les autres ont en moyenne perdu la moitié de leur volume et le tiers de leur longueur. Déjà riche en lacs, la Suisse pourrait compter de nouveaux lacs de haute altitude qui représenteraient une superficie de 50 km². Le second est l'envoyé spécial du premier depuis 3 ans pour vendre la tenue et la nécessité de la conférence de Paris. Positionnement de Nicolas Hulot, oser faire preuve de courage. Commentaire de François Hollande, nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer à Paris. Ce sont les pays les plus vulnérables au réchauffement climatique, les micro-États et les territoires insulaires d'Océanie. Ils comptent quelques 10 millions d'habitants sur la zone géographique la plus exposée, hausse du niveau de l'eau, intensité des cyclones ou salinisation des nappes phréatiques.
Kyoto, connu depuis 1997 pour son célèbre protocole, entré en vigueur en 2005, le seul accord international pour lutter contre les gaz à effet de serre. Kyoto qui n'a pas été ratifié par tous, qui a été ignoré par beaucoup et qui n'a pas permis de contenir l'explosion des émissions de ces gaz à effet de serre. Il est le messager de la paix, nommé par Ban Ki-moon, pour porter dans le monde le message de l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. L'acteur n'est pas un néophyte en la matière. Depuis 1998, il dirige une fondation pour promouvoir la protection de l'environnement. En 40 ans, on considère que l'on a fait disparaître la moitié des animaux marins. À ce rythme, on risque de mettre en danger tout processus de reconstitution, tout concours à la désertification des océans, pollution, acidification de l'eau, développement anarchique du tourisme, sans oublier les excès dus à certaines formes de pêche intensive ou indiscriminée. La sécurité du monde, c'est aussi la lutte contre les migrations de population dues au changement climatique. Le président américain s'en est fait l'écho devant des officiers de l'armée américaine en affirmant que nier le changement climatique ou refuser d'y faire face consistait à mettre en danger la sécurité nationale du pays. Ce sera l'un des chapitres le plus difficile à rédiger de l'éventuel accord de Paris. Comment organiser les nécessaires transferts de technologies entre pays développés et nations les moins favorisées afin que ces dernières ne soient pas pénalisées dans leur développement. C'est très sérieux. Un nouveau complément alimentaire donné à des vaches laitières permet de faire baisser de 30% les émissions de méthane, ce gaz produit par la digestion des ruminants, important lorsque l'on rappelle que l'ensemble des bovins produit environ 44% des émissions mondiales de méthane résultant des activités humaines. C'est l'horizon fixé pour la fin du XXIe siècle, une émission de zéro gaz à effet de serre, avec une baisse de 40 à 70% en tout cas d'ici 2050, afin de tenir le scénario du réchauffement de 2 degrés maximum. L'invité de Géopolitis, Philippe Jeanneret, présentateur météo à la RTS, un passionné de ce dossier du climat, ou plutôt de l'évolution de ce dossier. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette conférence de Paris soit un succès? Quels sont les ingrédients nécessaires? Alors, d'abord, il faut lier suffisamment d'engagement de la part des États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il faut que les projets qui soient proposés soient des projets qui soient viables, envisageables dans le futur, mais à côté, il faut aussi des financements. C'est peut-être là où vraiment les choses risquent d'être assez difficiles. C'est la clé du succès pour Paris? C'est la clé du succès. Parce que si je prends par exemple la position de l'Algérie, qui dit « Nous pouvons réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 7% si nous n'avons pas d'aide extérieure. Par contre, si on nous aide, nous pouvons réduire de 22%. Mais à condition donc que nous ayons une aide financière. Donc c'est très important que cette aide arrive par le biais du fonds vert. Alors ce fonds vert, parlons-en. 100 milliards de dollars. Mais c'est quelque chose qu'on promet ou c'est quelque chose qu'on met sur la table? C'est quelque chose qu'on aimerait avoir. Oui. C'est l'idée qui a été lancée déjà en 2009 à Copenhague, qui se concrétise un petit peu mieux pendant le sommet de l'Urban, où on dit voilà, il faut 100 milliards par an pour que ces projets puissent se concrétiser. Mais pour l'instant, on a de la peine à dire comment ces projets peuvent se concrétiser et surtout comment est-ce que l'argent va arriver. On arrive à peine à 10 milliards par an actuellement. Et si à Paris on n'a pas décidé, si on n'a pas vraiment notifié exactement qui paye quoi, c'est un échec? Oui, on peut considérer que c'est un échec à partir du moment où on n'a pas résolu l'aspect financier. Parce qu'il n'y a plus que des bonnes intentions, c'est ça? Exactement, parce que dans ce contexte-là, on va se trouver dans la situation où toutes les nations industrialisées vont faire des promesses. Si on prend le cas de l'Europe, par exemple, on voit l'Angleterre qui va dire « nous allons réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau 1990 ». Très bien. Les États-Unis vont aussi faire un effort, mais les nations émergentes auront beaucoup de peine à fournir aussi un effort et à diminuer leurs émissions parce qu'elles ne vont pas avoir l'aide nécessaire. Et à partir de ce moment-là, tout risque de tomber à l'eau. Quelle est la position d'un pays comme la Chine? Alors, elle peut décider quand même du sort de cette conférence. Oui, plus ou moins. Alors, la Chine, c'est un paradoxe.
parce que c'est le plus gros pollueur mondial, mais si on regarde le niveau de pollution par habitant, on se rend compte qu'on est loin du compte. Ouais. C'est à peu près 5 tonnes par habitant par an pour la Chine, alors qu'aux États-Unis, on en est à 16. Ouais. Et puis la Chine dit, laissez-nous nous développer. Alors donc l'argument de la Chine, c'est de dire laissez-nous nous développer. Et à partir du moment où nous aurons atteint un niveau de développement comparable à celui des nations industrialisées, eh bien nous allons faire un effort. Et donc dans sa déclaration qui a été faite au mois d'avril, la Chine a dit nous allons continuer d'émettre des quantités assez impressionnantes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Voilà, nos émissions vont augmenter, mais nous aurons un pic à partir de 2030. Et en 2030 seulement, nous commencerons à diminuer. Si nous avons la possibilité de le faire plus tôt, eh bien nous le ferons. Bon, voilà la position de la Chine. Enfin, si une bonne partie des pays, des 193 pays, disent on verra en 2030, ça ne va pas bien marcher. Ça ne va pas bien marcher. Bon. On a parlé de l'économie, c'est évidemment un gros dossier, mais il y a le côté strictement météorologique. Est-ce que là, au moins, on peut dire qu'à Paris, il n'y a pas de contestation sur ces histoires de 2 degrés, de centigrades, parce qu'on s'y perd un petit peu. Au moins, personne ne va contester ça à Paris. Alors, est-ce qu'il y a encore des climato-sceptiques ? C'était tout le problème de la réunion de Copenhague, c'est que les climato-sceptiques ont été très actifs pendant cette période, notamment via les réseaux sociaux, et donc ça a eu un impact sur les négociations, sur les discussions, et ça explique l'impasse dans laquelle toutes les nations se sont trouvées. Entre-temps, le 5e rapport du GIEC a été publié. C'est un rapport qui fait vraiment le consensus auprès de l'opinion publique, mais aussi auprès des politiciens. Si vous faites des sondages d'opinion maintenant, que ce soit en Europe ou bien aux États-Unis, vous verrez que le nombre de personnes qui ont compris que 1, le climat se réchauffe, 2, que les causes sont humaines, et 3, qu'il faut intervenir, eh bien le nombre de ces personnes a considérablement augmenté, et ça, c'est un facteur positif. Est-ce qu'on s'en tient à ces fameux 2 degrés centigrades, ou est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard, dans la mesure où certains disent non, mais de toute façon, le dépassement, il est déjà presque de 3 degrés. Est-ce qu'on n'est pas un peu pris de court déjà là ? C'est possible qu'on soit déjà pris de court, mais pour l'instant, on essaie de se battre pour cette fameuse limite de 2 degrés d'ici à l'horizon 2100, étant entendu que la référence, c'est le XXe siècle. Bon, après Paris, il va y avoir d'autres conférences, puisque là, c'est la 21e. Vers quoi on va à supposer, comme vous le disiez au début de cet entretien, que ce fonds vert de 100 milliards soit effectif ? Vers quoi on va vers de nouvelles mesures. On va s'apercevoir que la situation est encore plus grave que celle que nous connaissons actuellement. Alors, il faut bien voir 2 cas de figure. Si vraiment on voit que les engagements sont suffisants et que le fonds vert se met en place en quantité suffisante, eh bien à partir de ce moment-là, ce qui va être important, c'est la faculté des États de concrétiser les engagements. Voilà, d'accord. Et surtout, avec en filigrane quand même un problème qui est celui des États-Unis, de la versatilité des États-Unis. On sait que lorsque le clan démocrate se trouve au pouvoir, il y a beaucoup de mesures en faveur des limitations des gaz à effet de serre. Mais par contre, lorsque c'est les républicains, eh bien, on fait machine arrière, et on a bien vu ce qui s'est passé sous l'ère de George W. Alors on verra aussi en fonction des élections aux États-Unis. Ce sera un autre dossier. Effectivement. Merci Philippe Jeanneret. Je rappelle que vous êtes donc évidemment présentateur météo à la RTS et passionné, on vient encore de le voir, par ce dossier du climat et du réchauffement climatique. Merci à vous. Merci. On ne le souligne pas assez, de très nombreux conflits sont la conséquence, directe ou indirecte, de graves conditions ou changements climatiques. On ne peut pas comprendre la guerre en Syrie si l'on oublie que le pays, entre 2006 et 2011, a connu la pire sécheresse de son histoire, sécheresse attribuée au changement climatique, ayant pour cadre les régions où précisément ont eu lieu les premiers soulèvements populaires. Au Sahel, c'est aussi parce que le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie que l'on s'affronte, entre autres raisons bien sûr, pour le contrôle de l'eau. Et c'est bien parce que tout là-haut, au pôle Nord, les glaces de l'Arctique sont en train de fondre et que de nouvelles routes maritimes se dessinent que, d'ores et déjà, on se bat, pour le moment pacifiquement, entre 5 États qui tous ont des raisons de revendiquer les richesses d'hydrocarbures et de pêche de cette région du monde. Voilà pourquoi les responsables militaires, eux aussi, se préoccupent des conséquences de ce changement climatique que chaque pays, désormais, considère aussi comme un danger pour sa propre sécurité. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires et réactions à cette édition sur la conférence de Paris. Pour une meilleure compréhension des séquences vidéo, de l'infographie, des sites internet, des archives, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.